Bonjour à tous et ravi de vous avoir de nouveau à mes côtés dans Invitation au voyage. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, Invitation au voyage, c'est votre nouveau rendez-vous d'Arte l'après-midi. Une demi-heure d'évasion avec 3 voyages chaque jour. Le premier aujourd'hui va nous conduire au Maroc, le Maroc de Jacques Majorelle, l'histoire de toute une vie. Jacques Majorelle, c'est ce peintre du début du XXe siècle que vous connaissez peut-être sans le savoir. Si je vous dis que le bleu Majorelle, ce bleu outre-mer, ça vient de lui, enfin des villages de l'Atlas que nous allons traverser avec lui. Ça y est, vous le situez mieux? Bref, le Maroc et ses couleurs ont transformé son destin et son œuvre. Après le Maroc, nous allons filer à Barcelonnette. Si vous êtes amateur de ski, le nom de ce village des Alpes de Haute-Provence ne vous est sans doute pas inconnu puisque c'est pas loin de Pralou. Mais nous, c'est un voyage dans le temps que nous allons y faire sur les traces d'aventuriers et de bâtisseurs qui ont transformé cette petite cité en curiosité franco-mexicaine. L'histoire de Barcelonnette, c'est une saga intercontinentale, une histoire de vraie folie architecturale que va vous raconter Michel Armand, un descendant d'émigrés de Barcelonnette. Blanca, elle a 70 ans, c'est une téléspectatrice d'Arte. Elle est la gardienne de la Tour Bleue, une tour du XIIIe siècle qui domine un joli village médiéval dans le Bade-Württemberg, en Allemagne. Elle nous a invités chez elle, au sommet de sa tour. Et là aussi, voyage dans le temps garanti. Je ne vous en dis pas plus, mais ça vaut vraiment la peine de gravir les escaliers qui mènent à son salon. Pour moi, vivre dans cette tour est un achèvement, un rêve. Je suis sûre qu'elle m'attendait depuis 800 ans. Mais avant de partir vers l'Est, on s'envole vers l'Afrique du Nord, vers le Maroc. Si vous êtes déjà allé à Marrakech, vous avez probablement visité le jardin Majorelle qui a été racheté par Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. Mais derrière sa flore exceptionnelle et ce bâtiment entre charme mauresque et art déco, c'est toute l'influence du Maroc sur le travail du peintre Jacques Majorelle qui est en jeu. Je vous propose donc de revivre ce que lui a découvert au début du XXe siècle, des plateaux de l'Atlas jusqu'au souk de Marrakech. Dès mon arrivée à Marrakech, je suis ébloui par la ville oasis, ses souks éclaboussants de vie féconde et heureuse. Dans une lettre à son père, Jacques Majorelle raconte la fascination qu'il ressent pour Marrakech, la ville dans laquelle il pose ses bagages en 1917. Le Maroc est alors sous protectorat français depuis 5 ans et la ville rouge commence à inspirer les artistes. Pour le peintre de 31 ans, cette ville sera une révélation. Elle va marquer son œuvre, des centaines de tableaux colorés et lumineux qu'il va composer durant les presque 50 ans où il va y vivre. On retrouve notamment son empreinte dans l'un des premiers grands hôtels construits à Marrakech au début des années 20, la Mamounia. Son père a fondé l'école de Nancy, fer de lance de l'Art nouveau en France, et c'est naturellement que Jacques Majorelle s'empare des savoir-faire locaux. Il est complètement imprégné de culture marocaine, complètement authentique en plus. C'est vrai qu'il a changé certaines couleurs, il a adapté les motifs. Donc il a utilisé des motifs animaliers mais très stylisés avec des sortes d'oiseaux, de dragons comme il disait, avec des cartouches dans lesquelles il y a des inscriptions en arabe et puis vous avez des motifs vermiculés qui sont tout autour. Mais c'est pas lui qui l'a peint en fait. Il avait fait le carton et il l'a fait peindre par des artisans qu'il a fait venir de Paris à l'époque et qui étaient des spécialistes de fresques qui faisaient les plafonds et lui, c'est pas Michel-Ange en train de peindre, ça s'appelle Sixtine quoi. Jacques Majorelle découvre le Maroc au détour d'un voyage en Orient. Il vient de passer 4 ans en Égypte, mais le Maroc a pour lui une toute autre saveur. En Égypte, il a découvert la lumière, vous savez, c'est une lumière blanche éclatante, et au Maroc, il a découvert la couleur associée à la lumière qu'il n'y avait pas en Égypte, parce que tout est sable, tout est... Au Maroc, vous avez des couleurs extraordinaires. Là-bas, les femmes sont en noir. Je veux dire, il n'y a pas cette espèce de volupté de la couleur qu'il y a à Marrakech. Quand vous vous promenez dans les souks encore aujourd'hui, vous les voyez habillés dans des couleurs absolument insensées.
Le peintre est tout de suite captivé par l'activité de la rue, les foules qui se pressent sur les places, les souks en plein air. Il peint avec passion les scènes de vie qui s'offrent à lui. On sent une démarche qui est très différente de celle de beaucoup de peintres qui vont venir à Marrakech par la suite et qui, eux, vont peindre, j'allais dire, des clichés. Alors, ces sujets de prédilection, quand il vient ici, c'est toujours un peu de l'ethnologie, c'est des sujets concentrés sur des artisans, sur des marchands, sur des scènes de rue, sur des scènes de souk, sur des scènes animées. Ça n'a pas cette allure de cliché statique. Il y a toujours une animation, il y a toujours, j'allais dire, un chiffon qui traîne, une orange pelée, un type accroché par terre. Toujours, il fait ces taches de lumière qui correspondent, quand vous visitez les souks, à ces éclairs que vous avez avec les canisses qui sont gardés et qui vous aveuglent vraiment. Il est venu à 8h le matin. Demain, s'il doit finir le tableau, parce qu'il fait un tableau en plusieurs jours, il va revenir au même endroit, à la même heure, pour avoir la même lumière et les mêmes effets. À peine un an après son arrivée, Jacques Majorelle s'impose comme le peintre de Marrakech. Les critiques de l'époque saluent celui dont le pinceau parvient à saisir la justesse de l'instant avec une précision quasi documentaire. Il s'est mis très vite à parler arabe, donc ça change énormément les rapports quand vous parlez l'arabe sur place. Et quelqu'un qui s'installe avec un chevalet sur un pliant et qui commence à barbouiller une toile ou un carton, forcément, tout le monde s'arrête, regarde, l'interpelle. Il s'attache aux gens qui vivent les scènes qu'il représente et il aime traduire, j'allais dire, cette familiarité qu'il établit avec eux. Ça a un côté authentique, ça a un côté vraiment familial quasiment. C'est au cœur de la vieille ville, dans la Médina, que le peintre loue une maison immergée au plus près de son sujet. Il se démarque ainsi des autres Européens qui, à l'époque, ne se mélangent pas à la population locale et s'installent dans le nouveau quartier français à l'extérieur des remparts. Les réceptions officielles, les visites en touristes des principales merveilles, gueuletons succulents à l'arabe, chez les différents pachas, tout cela est fort agréable et distrayant, mais très lassant pour moi qui préfère toujours ma palette et mes brosses. Il n'a jamais été très intéressé par la fréquentation des élites locales françaises, qu'elles soient les colons ou que ce soit les petits commerçants, parce qu'il y avait un peuple de petits commerçants ici. Bien qu'il fuit les mondanités, Majorelle devient une célébrité locale. Il connaît personnellement le général Lyautey, le chef de l'administration française, et côtoie le pacha de Marrakech. Ce sont eux qui lui ouvrent les portes de l'Atlas. En 1921, le peintre entreprend son premier périple dans ces contrées reculées du sud marocain, qui s'ouvrent tout juste aux voyageurs étrangers. Conscient de son privilège, il consigne chaque jour dans un carnet de route ses impressions. Les cartes sont mal faites, indiquant les chemins tout de travers, et pas un village n'est à sa place. Quant aux renseignements des indigènes, ils sont de pure fantaisie. Pour eux, qui vont infatigables, le point à atteindre est toujours proche. Et à l'époque, vous partez avec votre barda, porté par des mulets, vous êtes vous-même à dos de mulets, vous avez vos valets, vos gardiens en armes, vous avez tout votre matériel de peintre et de tente parce que vous allez pouvoir, vous allez vous installer dans les tentes parce que vous ne serez pas toujours reçu dans les casbahs, et puis vous allez peindre sur des sites qui ne sont pas, j'allais dire, habités, et donc il va bien falloir que vous installiez, donc vous êtes obligé d'avoir tout votre barda, et donc la cuisine, le matériel, les serviteurs et tout ça. À l'époque, c'est 20 à 30 personnes qui se déplacent en même temps, quoi. C'est beaucoup de travail et c'est beaucoup d'organisation. À des jours de marche, le village de Tellouet, aujourd'hui déserté, est laissé à l'abandon. Sur le plateau aride, la casbah du Glaoui, pacha de Marrakech et seigneur de la région, majestueuse forteresse en terre. C'est l'un des premiers chocs esthétiques de Majorelle, saisi par la beauté de l'architecture berbère traditionnelle et l'organisation féodale de l'endroit. Il écrit « Il y a ici des scènes d'un tel réalisme
qu'on oublie son époque et soi-même et qu'on se laisse vivre en plein Moyen-Âge. Ici, on commence à voir les esclaves du Souss. Ils vont dans l'atmosphère de la puissante Casbah, sournoise et crasseuse, et c'est un spectacle satisfaisant et parfaitement beau. C'est une vie organisée, socialement organisée, très hiérarchisée et complètement féodale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un caïd, il y a un cheikh, et tout ça c'est dépendant par allégeance au Glaoui ou au Pacha de Marrakech. Ce sont des citadelles qui au départ sont des citadelles pour se protéger des attaques extérieures, mais qui sont en même temps des greniers à grains dans lesquels on entasse les récoltes pour aller les vendre sur la plaine à Marrakech, mais aussi pour les garder pendant l'hiver quand on n'en a pas. Comme un château fort féodal, quoi. C'est avec la cour, les premières cours pour se protéger, les portes, les accès par des petits escaliers pour rendre l'accès difficile aussi bien aux animaux qu'aux humains. Il y a des chicanes, il y a des petits escaliers, et donc c'est tout ça. C'est conçu comme un village. Majorelle peint à l'infini les casbahs isolés de la haute montagne marocaine que le public européen découvre à Paris lors de plusieurs expositions dans les années 20. Le peintre de Marrakech devient le peintre de l'Atlas. Il y effectue 8 voyages, au cours desquels il immortalise ces villages, aujourd'hui épuisés par le temps. C'est pour pouvoir continuer d'explorer cette partie du pays que Majorelle décide de s'installer définitivement à Marrakech. Dès 1923, il s'achète un terrain en bordure de la ville où il fait construire une maison largement inspirée de ses voyages. On retrouve à la fois le vocabulaire de l'architecture berbère, avec de chaque côté finalement 2 tours qui s'inspirent des borges de l'Atlas. On retrouve les toits avec une forme un peu presque asiatique recouverte de tuiles vertes. Ça, c'est les bâtiments officiels qu'on retrouve dans la Médina qui ont ces tuiles vertes. Autour de la maison, un terrain de 1,6 hectares. Il va y loger son atelier, mais surtout, imaginer un projet d'envergure. Son plus beau tableau, comme il se plaît à le dire, qui va l'occuper les 40 dernières années de sa vie. On y retrouve ses talents de décorateur et bien sûr de coloriste. Dans ce jardin Majorelle, on est dans un jardin arabe, puisqu'on retrouve le vocabulaire du jardin islamique, les points d'eau, qui sont nombreux, qui sont ou des fontaines, ou ce qu'on appelle une seguia, un canal d'eau, qui a été utilisé historiquement pour arroser, mais là qui est utilisé de manière esthétique. Des pavillons où on s'abrite de la chaleur, mais qui constituent finalement des points d'un parcours, des allées qui ne sont pas droites. Et dans ce jardin actuellement, le plan que vous voyez, c'est le plan de l'origine de Majorelle. Ça vient finalement d'une connaissance et d'une passion que Majorelle a développée enfant, puisqu'à Nancy, il y avait un jardin botanique, et que ce jardin botanique était son terrain de jeu. Donc en fait ici, il s'est fait plaisir doublement. Non seulement il a eu l'atelier qu'il voulait, mais il a voulu construire autour de cet atelier un jardin exotique, façonné par lui, où il a mélangé les plantes des 5 continents. Un jardin d'Éden. Aujourd'hui, on dit l'oasis de Marrakech. Des vastes splendeurs dont j'orchestre l'harmonie, ce jardin est une tâche terrible à laquelle je me donne tout entier. Il me prendra mes dernières années et je tomberai épuisé sous ses branches, après lui avoir donné tout mon amour. Cet amour, il est perpétué par Yves Saint-Laurent et Pierre Berger depuis 1980 déjà. Et à quelques dizaines de mètres de ce magnifique jardin Majorelle, c'est là d'ailleurs qu'on trouve le musée Yves Saint-Laurent, ce musée qui aurait probablement attisé aussi la curiosité de Majorelle, l'orientaliste, passionné par les voyages. Avant Marrakech, c'est vrai qu'il rêvait déjà d'ailleurs, et même de pyramides. C'est l'encadré de Thomas Chauvineau. Avant de partir vivre au Maroc, le peintre Jacques Majorelle s'installe dans la capitale égyptienne en 1910. L'Égypte,
de Jacques Majorelle n'est pas bien différente de l'Égypte d'aujourd'hui. Les pyramides, les ruines des temples, la vieille ville du Caire ou les palmiers le long du Nil. Pour cette génération de peintres du début du XXe siècle, l'Égypte est un passage obligé, comme l'Italie l'a été pour les générations précédentes. Des guides indiquent déjà aux voyageurs les itinéraires à suivre, les monuments à visiter, l'Égypte, mode d'emploi. Mais il faut dire la vérité, le jeune Jacques Majorelle est bien déçu. L'Égypte, il l'a souvent rêvé, fantasmé même. Il croit pouvoir y ressentir l'islam. Après tout, le Caire, c'est la cité aux 1000 minarets, construite au Xe siècle. Il s'imagine le pays antique représenté 1000 fois par les orientalistes au XIXe. Bref, Jacques veut de l'exotisme. Au lieu de cela, il découvre le tourisme de masse. Des caravanes de visiteurs venus d'Occident qui salopent tout. Les pyramides de 40 siècles d'histoire, on y va en automobile et on s'en sert comme mur d'escalade. Et au Caire, la vieille ville disparaît au profit d'avenues façon Haussmann, avec des rues larges et rectilignes. Ismaël Pacha tient le rôle du baron dans la version égyptienne. À la tête de l'Égypte, il visite Paris et est fasciné par les grands travaux réalisés dans la capitale française. De retour au Caire, il haussmannise la ville, fait construire à son tour de grandes avenues, une gare, un pont sur le Nil, des centaines d'immeubles sortent de terre et même un opéra. Ce n'est pas Paris, mais presque. Avec l'ouverture du canal de Suez en 1869, l'Égypte prend une dimension internationale. Le pays devient the place to see. Et Jacques Majorelle, pour retrouver l'authentique, doit s'éloigner des sentiers battus. Il peint l'Égypte, loin des yeux, loin du Caire. C'est une curiosité architecturale que nous allons découvrir maintenant dans les Alpes de Haute-Provence. À flanc de montagne, en vous rendant dans la commune de Barcelonnette, vous ne pourrez pas passer à côté de quelques villas somptueuses et même bling bling avant l'heure. Ces villas, elles ont une origine surprenante et vous allez voir grâce à elles que l'architecture peut révéler des destins exceptionnels. Aux confins des Alpes du Sud, dans la vallée de Barcelonnette, d'étranges architectures détonnent avec les bâtisses traditionnelles et les chalets de bois. Comment ces fenêtres de palais vénitiens, ces œils de bœuf néoclassiques, ces vitraux art nouveau ont-ils surgi dans ces paysages de montagne? Et que fait cet incroyable édifice polychrome qui tranche plus encore avec la sobriété alentour? Est-ce en raison de ces couleurs qu'on appelle ici ces étonnantes demeures des villas mexicaines? Les touristes qui arrivent cherchent un petit peu des petits ranchs mexicains et en réalité, ils sont très surpris de voir que c'est des grandes belles villas avec tous les styles parisiens de l'époque. C'était à qui ferait le plus original, le plus créatif, le plus majestueux. Tout est beau. Michel Armand, lui, est un vrai Mexicain. Il est venu passer quelques jours dans la vallée de ses ancêtres, depuis Mexico, la ville où il est né et où il a grandi. Je suis arrivé du Mexique il y a quelques jours et mon ami qui est propriétaire de cette maison m'a demandé de venir voir si tout se passait bien parce que ce n'est pas des maisons qui ont été conçues pour vivre à l'année, c'est des maisons qui ont été conçues par des gens qui habitaient au Mexique, faites par des grands architectes de Paris, mais qui ne sont pas prévus pour pouvoir être chauffés dans un climat aussi rude que les Alpes. Alors vous pouvez voir ici le côté un peu grandiose de tout ça. Il y a des volumes énormes. Juste à titre informatif, ce matin, il faisait moins 14 degrés et en ce moment, il fait moins 8. Vous voyez, pour chauffer tout ça, ces volumes, c'est un peu fou. La Villa Bleue date de 1929. Avec ses formes si élégantes, dans le plus pur style art déco, elle est tout simplement éblouissante. Elle est d'ailleurs inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. C'est assez impressionnant de voir la taille de ce vitrail. C'était conçu pour illustrer la réussite de la famille. Vous pouvez admirer les cheminées qui représentent l'usine où ils fabriquaient les textiles. Vous avez un métier à tisser qui est en dessous. Et vous avez une illustration du grand magasin aussi dans lequel ils vendaient tout cela et qui leur a permis de faire toute cette réussite.
Des villas, des Mexicains, des métiers à tisser. Comment rassembler les pièces de cet étrange patchwork? Il faut explorer les alentours, escalader les sommets. L'Italie est à quelques dizaines de kilomètres de l'autre côté des crêtes. Les Barcelonettes, comme on appelle les gens d'ici, sont rompus à la transhumance l'été. L'hiver, une fois les moutons rentrés, ils ont toujours su jouer les passes-frontières. Pour sortir de la vallée, ils prenaient des sentiers de montagne difficiles et franchissaient des cols qui étaient tous situés à plus de 2000 mètres d'altitude. Lorsqu'ils allaient en Italie, l'hiver, ils montaient ce vallon et ils passaient derrière la montagne. Ils se font colporteurs, vont vendre des tissus de village en village, peu importe les distances et les frontières. Parfois, ils deviennent de riches négociants. Au début du 19e siècle, les plus téméraires poussent toujours plus loin l'aventure. Ils traversent l'Atlantique, partent à l'assaut du Mexique. Dans leur sillage, entre 1850 et 1950, plus de 6000 Barcelonettes quitteront les alpages à leur tour pour aller tenter leur chance entre Veracruz et Mexico. Ce que l'on appelle ici des villas mexicaines, ce sont des villas qui ont été bâties par des gens originaires de la vallée, qui ont fait fortune au Mexique, mais qui ont été bâties sur le modèle de villégiature que l'on va retrouver dans les cités thermales ou dans certaines cités balnéaires, notamment de la côte normande. Comment ces conquistadors de l'âge moderne en sont-ils venus à bâtir des villas balnéaires à plus de 1000 mètres d'altitude? La conservatrice Hélène Homs s'est plongée dans les archives de son musée qui garde la mémoire de cette épopée mexicaine. On va les retrouver très rapidement, notables industriels, donc à la tête de grands magasins de nouveautés, et puis fondateurs de grandes fabriques textiles, jusqu'à devenir aussi les banquiers du régime de Porfirio Diaz, juste avant la révolution mexicaine en 1910. Le tournant du siècle, l'apogée de la Belle Époque avec la ville lumière pour épicentre, Paris, avec ses femmes élégantes paradant sur les boulevards flambant neufs, ses grands magasins et ses expositions universelles. C'est en visitant le chantier de la Tour Eiffel en compagnie de Gustave Eiffel que les Barcelonettes, qui font des allers-retours entre Paris et Mexico, découvrent l'opportunité du fer et de cette nouvelle architecture et repartent donc à Mexico avec les plans d'un grand magasin entièrement construit en métal et pierre. Et le magasin qui va porter le nom de Palais de Fer va lancer une série de constructions ambitieuses, totalement inspirées du modèle français, du modèle européen. Ces magasins de nouveautés édifiés au cœur de Mexico semblent tout droit sortis du boulevard Haussmann à Paris. Le programme de la villa n'aurait jamais vu le jour sans le programme du grand magasin. Le programme du grand magasin, c'est là où on découvre le pouvoir de l'architecture qui va transformer ces migrants en migrants bâtisseurs. Donc quand ils vont rentrer, les Barcelonettes vont témoigner dans leur vallée d'origine d'une réussite industrielle. Ils vont signifier leur nouvel état de propriétaires rentiers et d'anciens notables industriels. Une des toutes premières villas, édifiée en 1878, abrite aujourd'hui le musée, la Sapinière. Alexandre Reynaud, son commanditaire, est l'un de ces négociants en textile, rentrés du Mexique fortune faite, et le père du futur homme d'État Paul Reynaud. Alexandre Reynaud va s'inspirer des modèles urbains qui se trouvent à portée de main à Barcelonnette et va en fait se contenter de poser au milieu d'un vaste parc cette jolie boîte. Il va être rapidement recopié, suivi par d'autres compatriotes. Et voyant autour de lui des villas qui sortent de terre et qui, elles, font appel à des architectes, il va souhaiter que sa maison soit aussi belle que les autres. Et donc, il va rajouter un niveau, un demi-étage, et puis il va modifier sa toiture. Voilà comment plusieurs dizaines de villas vont parsemer la vallée entre 1880 et 1930. Elles sont dessinées par des architectes venus de Grenoble, de Paris ou même de Suisse, offrant toute une palette de styles, du palazzo italien au Castellet Louis XIII, du pavillon en meulière au pastiche de la villa de villégiature des bords de la Riviera. Tout est possible, pourvu que la villa mette en lumière la fortune des commanditaires, quitte, à force de surenchère, à donner dans le résolument clinquant.
On est dans l'esprit de ces folies, notamment les châteaux de Louis II de Bavière, où pareil, édifiés à flanc de montagne ou à flanc de coteau, qui se voient de très très loin. Donc ça marque à la fois le paysage, c'est totalement disproportionné par rapport à la commande puisque le couple était sans enfant. Et c'est d'abord et avant tout une folie. Un geste architectural mais totalement fantaisiste et gratuit. Ces villas symbolisent clairement tout le chemin parcouru par les Mexicains depuis le départ de la ferme familiale. Quand il revient au pays, Michel Armand en profite pour rendre visite à son ami Pierre-Martin Charpenel, qui lui n'a jamais quitté la maison de ses ancêtres. Salut Pierre, comment vas-tu? Bonjour Michel, je t'ai vu arriver. Ça fait plaisir de te voir. Plus encore que les villas, la mémoire commune de l'émigration forme aujourd'hui encore un lien indéfectible entre de nombreux Barcelonnettes de là-bas et d'ici. Je t'allais parler de Léon. Oui. Léon, il est parti d'ici, de cette maison. C'était donc le frère de mon grand-père. Lui est parti à l'âge de 17 ans, il est mort à 20 ans. Et de 1902 à 1905, ça fait 3 ans, c'est ça, il est tous les 15 jours, 2 fois par mois, il écrivait à ses parents ce qu'il faisait, ce qu'il gagnait, ses joies, ses espérances. Tu vas voir, il y a des passages très, très intéressants et très émouvants. Et puis les nouvelles les plus fraîches dataient d'un mois. Hein. Voilà. Le temps d'aller et de revenir pour le courrier. Eh oui. Toutes ces lettres étaient dans le grenier, soigneusement rangées dans les enveloppes. Alors, il travaillait donc chez Alexandre Reynaud, le père de Paul Reynaud, et c'était Las Fabricas Universales. D'accord. Et regarde la calligraphie. Waouh. Bien cher parent. C'est magnifique. C'était traditionnel. Et un jour, dans une lettre, il dit « Le cheval est mort. Je comprends votre peine. » Parce que bon, pour acheter un cheval, c'était énorme. C'est important dans la famille. Mais quand je reviendrai, j'achèterai 2 chevaux. Ils partaient tous avec l'idée de revenir. Léon Martin, dans ses lettres, explique en me disant à ses parents « Plantez un noyer à tel endroit pour que quand je reviendrai, je puisse bénéficier de son ombre, etc. etc. » Ce mal du pays est le point commun à tous les émigrés, du plus modeste au plus arrivé. C'est ce manque qui a motivé la construction des villas. C'est lui aussi qui explique qu'après plusieurs générations, les Barcelonnettes du Mexique continuent de se sentir avant tout d'ici. Je suis né au Mexique, j'y ai vécu quasiment toute ma vie. Mon père est né au Mexique, il a vécu toute sa vie là-bas. Mon grand-père est parti en 1905, a fondé son magasin et enterré au Mexique, ma grand-mère aussi. Donc ça fait en définitive 3 générations que nous habitons au Mexique, mais le lien avec Barcelonnette est toujours très fort. Ma réalité française, c'est Barcelonnette. Réussir sa vie au Mexique, la terminer dans la vallée, c'est depuis toujours le vœu le plus cher d'une grande partie de ces émigrés. En témoignent les cimetières des alentours, hérissés de véritables mausolées qui rivalisent d'ornementation. Une architecture glorieuse qui les distingue des tombes ordinaires, en écho aux villas mexicaines en contrebas. Signe pour ces émigrés bâtisseurs que jusque dans la mort, ils se sont hissés au sommet. Elle aussi, elle va nous hisser au sommet de sa tour en l'occurrence. Aujourd'hui, c'est Blanca qui nous invite. Et chez elle, c'est très particulier puisque Blanca, c'est la gardienne d'une tour du XIIIe siècle, la Tour Bleue, qui domine une cité fortifiée du Moyen-Âge, Bad Wimpfen, en Allemagne. Cette tour, jusqu'au XIXe siècle, en fait, ça a été une tour de guet. Chacun peut la visiter aujourd'hui, mais c'est vrai qu'en sa compagnie, ça devient un véritable privilège. Car pour un sourire ou pour une petite bière, vous pourrez vous faire inviter, peut-être comme nous, dans son salon. Et pour répondre à l'invitation de Blanca, il faut partir de Stuttgart en direction du nord. On traverse l'Allemagne industrielle et après 1 heure de route, voilà Bad Wimpfen, une jolie petite ville médiévale comme il en subsiste peu dans cette région d'Allemagne. En plein milieu, la Tour Bleue que garde passionnément notre amie Blanca. Bonjour, bienvenue. Vous voulez entrer ? Voilà, ça c'est mon royaume, avec cette vue au-dessus des toits de Bad Wimpfen. Là c'est ma salle à manger, là mon salon, ma cheminée, ma salle télé, tout dans une seule pièce.
Et là, c'est la partie music hall. Mon arbre généalogique, avec mes enfants. La chambre à coucher. Mon fils dormait ici avant. Au-dessus, c'était pour les filles. Les enfants adoraient. Leurs camarades venaient tout le temps dormir à la maison. En tout, l'appartement fait 53 mètres carrés, en une seule pièce. Avant, on habitait dans 160 mètres carrés avec 6 chambres. Mais les enfants n'ont jamais regretté. Ils trouvaient ça génial de vivre en haut d'une tour. À chaque coup dur, quand j'en avais par-dessus la tête de mes enfants, notamment à l'adolescence, je montais ici. Je regardais en bas vers le village et je pensais, mon Dieu, que le monde est petit. Calme-toi, ça ne vaut pas le coup. J'étais de nouveau apaisée et je redescendais. Voilà à quoi ma maison ressemblait il y a 800 ans. Lorsque j'y suis, je ressens son histoire et je réalise à quel point j'ai une vie hors du commun. Je m'assois avec un verre de vin et la pendule qui égrène le temps et je me dis que si ces pierres pouvaient parler, elles pourraient me raconter tellement de choses. Je ne fais les courses qu'une fois par semaine et j'ai instauré un système. Je pose ma caisse de bière en bas et je laisse un petit mot. Chers visiteurs, si vous portez la caisse jusqu'au mont de charge, qui est seulement au 3e étage, je vous offre une bière. Ça marche très bien et le tour est joué. Quand j'avais 6 ou 7 ans, je sortais en cachette de chez moi et je traversais Bad Wimpfen pour aller au pied de la tour. Je venais surtout en novembre car c'était la période de migration des corbeaux. Ils venaient du nord de l'Allemagne et volaient tout autour de la tour. J'entends encore leur croassement. C'était comme un film d'Hitchcock. Ça m'impressionnait énormément. Ce souvenir d'enfance marque à jamais mon amour pour cette tour. Pour moi, vivre dans cette tour est un achèvement, un rêve. Je suis sûre qu'elle m'attendait depuis 800 ans. Eh bien voilà, c'est déjà la fin de notre invitation au voyage. Si comme Blanca, vous voulez nous inviter dans un lieu qui vous est cher, nous serons ravis de venir partager un thé plutôt que de la bière dans mon cas pour le moment. Et quelques anecdotes avec vous, c'est votre invitation personnelle. On choisira évidemment parmi vos propositions, on viendra vous filmer. Et l'adresse pour nous écrire, eh bien c'est tout simple. Pour nous raconter cet endroit secret, c'est arte.tv/invitation au voyage. D'ici là, on se retrouve très vite, avec joie et surtout avec de très très belles destinations. Bis bald sur Arte.